C'est avec une immense fierté que je vous partage la conférence organisée par l'association Simone Séveil, située à ESPOL, l'école de sciences politiques située à la Cato à Lille. Le thème de la conférence était l'intersectionnalité sur les réseaux sociaux et j'ai été, je ne sais pas comment on dit, la maître de cérémonie, je ne sais pas, en même temps l'invitée. En tout cas, c'était très intéressant, très riche, même les débats, échanges qu'on a eu par la suite. Je parle beaucoup, mais bon, je pense que vous connaissez à me connaître. Donc, vous avez à peu près 1 heure et demie, ce qui est pas trop mal, dans l'attente d'une autre grosse vidéo. Il y a presque tout. Je pense qu'on a parlé pendant plus de 2 heures, hein. Mais la personne de l'association a déjà un petit peu fait un montage, même si vous connaissez ici, on assume tout ce qu'on dit et ce qu'on fait. Bonjour à tous, merci d'être venus. Donc aujourd'hui, on est en conférence avec Sidonie. C'est comme ça. C'est ça. Parfait. Vous êtes éducatrice spécialisée et créatrice de contenu originaire de Lille, active sur différents réseaux sociaux comme TikTok et YouTube et Instagram. Et en parallèle, vous êtes également engagée au sein de l'association La Rose des Vents, où vous contribuez activement à l'accompagnement et à l'éducation d'un public très varié. Donc aujourd'hui, on va parler de la lutte anti-féministe, non, de la lutte féministe avec la sensibilisation aux questions d'égalité de genre et aux discriminations présentes dans la société. C'est un sujet que vous abordez beaucoup dans votre contenu, notamment les sujets comme le white feminism. Voilà l'importance de mettre en lumière le féminisme intersectionnel. Voilà, on va parler de cette conférence. Du coup, pour notre première question, c'est quelque chose d'un peu plus général et on voudrait savoir c'est quoi votre définition du féminisme? J'y ai réfléchi. Je vais faire un truc court et tout. À chaque fois, j'ai une autre idée en tête. Mais je pense que pour moi, le féminisme, ça serait un mouvement qui vise à littéralement déconstruire le patriarcat. Et du coup, ça sous-entend de protéger un maximum de personnes vulnérables à cause de ce patriarcat. Parce que, selon moi, encore une fois, je trouve qu'on va facilement se référer aux genres féminins, etc. Et je trouve qu'on l'a beaucoup vu avec les dernières situations dans le monde. On a plein de personnes qui sont vulnérables et qui sont concernées, alors que ce n'est pas forcément des femmes, à proprement parler. Et du coup, pour moi, ça serait vraiment ça, parce qu'en fait, tout découle de ça, et du capitalisme, évidemment. Donc lui aussi, il faut le brûler. Mais là, on va réfléchir au féminisme. Donc ouais, ça serait ça la définition. Le féminisme n'est pas que pour les femmes. Non, enfin, c'est mon avis. Hein. Oui, Mais ouais, je le vois comme ça. Et est-ce que votre vision du féminisme, elle a évolué au cours du temps est-ce qu'il y a des déclencheurs Oui, carrément même. Je pense que quand j'étais adolescente, je pense que j'étais une grosse pique-me quand j'étais adolescente. Donc littéralement, pour celui qui ne savent pas, c'est la misogynie intériorisée. Et je pense que littéralement, c'était le constat de la société, mais j'étais cette fille qui est plus pote avec les mecs, etc. Donc je mettais pas de rose, parce que rose c'est pour les filles. Moi je suis une fille, mais en fait je suis pas une fille et tout, je suis différente. Insupportable. Mais bon, c'est bien, j'en suis sortie. Mais du coup, je pense que ça déjà, ça en dit long, parce que forcément, mon féminisme, il n'était pas là. Et en tant que femme noire aussi, qui grandit dans une société occidentale, majoritairement blanche, donc évidemment que j'avais dévié quand j'étais plus jeune, des réflexions, etc. Mais sur ce point-là, je pense que j'ai, entre guillemets, le moins évolué sur le féminisme, parce que j'ai toujours été fière de qui je suis et j'ai toujours assumé. Par contre, effectivement, sur la misogynie intériorisée, même en termes de recul aussi, d'indulgence, justement, c'est ce que j'essaie de faire aussi avec les réseaux, mais d'avoir plus d'indulgence envers des femmes qui aujourd'hui sont peut-être pas à ce niveau-là, et de se dire, mais toi qui étais en fait, donc il n'y a personne qui arrive avant de toute façon, donc ça aussi, je pense que ça m'a permis d'évoluer. Et du coup, comme on avait dit un peu plus avant dans votre contenu, vous parlez énormément de white feminism et vous essayez de déconstruire cette idée-là. Et du coup, selon vous, comment est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin de l'idée du white feminism qui est un peu ancré dans l'imaginaire collectif comme étant le féminisme basique, la première chose qu'on voit quand on parle de féminisme?
Je pense qu'en premier lieu, il faut, et d'ailleurs pour toutes les luttes, mais écouter la parole des concernés, ça je le dis tout le temps, mais aussi, en même temps, donc ça peut paraître paradoxal, mais être concerné, ça ne signifie pas être éduqué sur la question. Et effectivement, ça c'est quelque chose qui, je pense, va se relier dans d'autres questions, mais le fait d'être un ou une alliée, il y a des personnes qui ne sont pas concernées, pourtant qui sont mieux éduquées que nous sur un sujet, et il n'y a pas de souci. Mais du coup, c'est aussi ce petit curseur-là qui, je pense, fait la différence, et notamment avec le white feminism, qui littéralement dit féminisme blanc, mais c'est pas que ça. Parce que si on s'arrête au terme, on va penser à une femme blanche qui juste s'occupe, on va dire, en général, les thématiques qui ressortent, ça va être l'égalité salariale, entre guillemets, les bases du féminisme, qui aujourd'hui, on se rend compte que, en fait, quand on prend la rétrospective des 4 grandes époques du féminisme, on entend effectivement, quand on dit les femmes ont le droit de vote, c'est les femmes blanches, cisgenres, hétéros, etc., etc. Mais effectivement, c'est maintenant qu'on se rend compte que, parce que jusqu'à présent, c'était la majorité, et c'est une très bonne chose, évidemment, qu'il fallait avoir le droit de vote, mais il y a toujours des gens qui seront après. Et je pense que ça, c'est l'une des premières choses. Et en tant que femme blanche, pas moi du coup, c'est important aussi de savoir entendre ça en fait. Que, effectivement, on évolue, et je ne sais pas si c'est prévu pour après, mais ça me fait penser à la traîne qu'on a eue il y a quelques mois. C'était alors les femmes qui réagissent comme des hommes, et ça a très rapidement dévié sur les femmes noires qui essayent de réagir comme des femmes blanches. Et là tout de suite on a vu le clivage en fait. On a compris que on n'y était pas. Quand on a eu plein de réactions de femmes blanches qui disent non mais moi je comprends pas, on avait dit on était ensemble et tout. Alors excuse-moi Mélanie, mais si on est ensemble, est-ce que tu peux arrêter de toucher mes cheveux s'il te plaît? Voilà, c'est le genre de choses où quand on explique que dans la pièce on préfère être avec un ours qu'un homme, mais en fait dans la pièce on préfère être avec un homme blanc qu'une femme blanche. Et ça c'est encore des choses où c'est compliqué, parce que justement on s'arrête un petit peu à cette base, mais je peux pas dire que c'est une base, mais les premières luttes qui ont été nécessaires, on est bien d'accord, mais on n'y est plus là, en tout cas précisément dans notre pays. Il y a d'autres pays où on y est, et c'est encore le cas aussi, et c'est dans ça aussi qu'on doit se bouger les fesses, parce que nous on a ça, mais il y a d'autres femmes dans le monde, il y a d'autres personnes marginalisées qui ont besoin de ça. Et je pense que c'est vraiment ce noyau-là, parce que ça reste la majorité, parce que les femmes blanches dans ce pays, elles restent majoritaires. Et sur l'échelle, comme on explique souvent, des luttes, il y a l'homme blanc, et en deuxième lieu, c'est la femme blanche en fait. Et après, il y a plein d'autres personnes en dessous. Donc, quand on réalise ce niveau de lutte, où ce qui parfois importe à certaines, c'est pas forcément d'avoir cette égalité dans les luttes, mais finalement d'avoir le même niveau que les hommes blancs. En fait, on réalise qu'on n'est pas dans la même démarche. Et du coup, je pense que c'est ça qui doit être déconstruit un maximum, de prendre de l'intérieur. Parce qu'au final, sinon, on reproduit des systèmes d'oppression, on reproduit les mêmes schémas, et du coup, au final, t'es pas un homme blanc, mais en fait, t'agis comme tel. Et même involontairement, c'est pas pour blâmer qui que ce soit, le but c'est vraiment de prendre ça avec du recul. Mais je pense que c'est l'un des gros nœuds encore. Beaucoup, voilà. Non, mais c'est bon. Moi je sais que je me suis, mais je sais pas si vous me suivez pas. C'est vraiment très Je parle là et tout, mais. Vous avez une définition, je sais pas si tout le monde connaît le terme de white feminism, justement, enfin, définir un peu, après vous l'avez dit un peu, mais ce que c'est. Moi je pense que ça considère le féminisme sur les luttes qui ont été menées jusqu'à présent, donc le droit de vote, le droit de disposer de son corps, alors ça on a une grosse guillemets parce qu'on n'y est pas, mais le droit à avoir un emploi, le droit, voilà, toutes ces choses-là, mais qui sont passées déjà de plusieurs décennies, en tout cas je parle vraiment pour la France, et qui du coup se concentrent sur, entre guillemets, je mets toujours des grosses guillemets, mais la superficialité, parce que justement il y a 1 milliard de trucs autres à faire en fait. Et le fait aussi de se concentrer sur ces mêmes thématiques, pour moi c'est ça le white feminism. Quand justement, on va voir avec la trend, donc la tendance Black Woman in White Woman's Field, on va voir des cas de figure qui sont clairement récurrents, et puis cette femme blanche ne va pas comprendre, et c'est pas que les femmes blanches justement, j'entends bien l'Occident, parce que moi je suis dans l'Occident, et je vais avoir aussi des réflexions et une pensée qui est de l'Occident, donc ça ne concerne pas que les femmes blanches, il y a des femmes racisées qui sont concernées également, donc non blanches, mais c'est cette pensée aussi collective que le féminisme, ça s'arrête à l'égalité salariale, ça s'arrête à l'égalité salariale, ça s'arrête à ce qu'on a envie de mettre à la télévision. Moi je me dis toujours, si on en est encore là aujourd'hui et qu'on invite justement les femmes qui représentent ça, je vais prendre un exemple au hasard, Louise Aubéry à Kamel Petersen,
pour moi, c'est l'exemple même du white feminism. C'est que si des gens l'invitent sur un plateau télé, peut-être t'es pas féministe. Parce qu'en fait, aujourd'hui, dans notre société, ça n'a pas lieu parce qu'on est encore dans des luttes. Et c'est comme inviter quelqu'un qui serait considéré d'extrême gauche sur un plateau, je sais pas, d'Europe 1 et tout. Soit le plateau d'Europe 1 n'est pas ce qu'il est, soit la personne n'est pas d'extrême gauche. En fait, c'est un peu pareil. C'est qu'aujourd'hui, avec notre statut et nos luttes, ça se saurait si on pouvait autant parler ouvertement du féminisme, si on pouvait autant avancer dans les luttes. Et je pense que le white feminism, c'est exactement le féminisme mainstream, celui qui fait vendre. À partir du moment où on capitalise là-dessus, c'est du white feminism. Parce que si on a besoin de vendre des tissus, machin, brandés, parce que c'est pour telle lutte, alors qu'il y a plein de gens qui le font tous les jours, mais juste, elles n'ont pas les codes du capitalisme, n'ont pas les codes du commerce, n'ont pas les codes de la promotion d'elles-mêmes. Régulièrement, on pense à des grandes personnalités, alors que, on prend toujours des exemples, mais les femmes qui ont fait grève en tant que femmes de ménage, etc., d'entretien, elles sont plus féministes que la moitié des nanas qui viennent sur un plateau. Parce qu'en fait, la lutte, elles la vivent, enfin, c'est pas un choix en fait. C'est ça aussi, mais je pense que ça leur parlera après. Faut m'arrêter, hein, parce que sinon je vais m'arrêter. Sur la deuxième question, ça fait une heure que je parle. Faut m'arrêter. Maintenant, on va parler un peu plus des réseaux sociaux. Comment est-ce qu'ils ont influencé la diffusion et l'évolution des idées féministes intersectionnelles selon vous? Je pense que les réseaux sociaux, c'était un énième canal qui a permis à beaucoup de personnes d'avoir accès, et notamment au niveau de cet élitisme qu'on va retrouver dans les luttes. On va avoir des gens qui sont universitaires, on va avoir des gens qui ont fait des grandes études, on va avoir, comme je disais tout à l'heure, justement, je reprends l'exemple de la femme dans un milieu tertiaire, etc. Bon, c'est pas quelqu'un qui a eu peut-être la chance et ou les caractéristiques qui font qu'elle n'a pas eu accès à des études ou quoi d'autre. Et pourtant, elle est dedans, elle est dans le dur, elle est dans le féminisme, enfin, elle ne pose pas la question, mais elle est dans le féminisme de toute façon, à partir du moment où elle essaie de survivre, juste exister en tant que femme noire, racisée, qui parle pas français et qui a un accent, c'est déjà représenter beaucoup de stigmates dans notre société. Et je pense que ça, c'est l'exemple même du fait que les réseaux sociaux ont permis ça, de rendre accessibles les thématiques, les lectures, des conférences comme là actuellement. Enfin, je veux dire, il y a tellement de choses qui ont du coup traversé aussi en termes de barrières, de continents, parce qu'on a accès à du contenu qui vient de l'étranger. En plus, maintenant, on a des traductions automatiques, donc ça rend aussi d'autant plus accessible pour les personnes qui sont malentendantes, malvoyantes, etc. Bah, c'est pareil, il y a aussi un niveau d'accessibilité qui doit encore être travaillé, mais ça leur permet aussi de pouvoir avoir accès. Et pour moi, les réseaux sociaux, c'est un canal. Et ne pas y être, c'est un peu comme avec l'ère de YouTube il y a 15 ans, de se dire bah non, c'est la télé, et puis c'est la radio. Alors qu'il faut évoluer avec son temps. Et après, moi, c'est mon travail, donc je le vois aussi. Que c'est avec des jeunes, je me rends compte que je suis à côté là. Là, il va plus falloir suivre parce qu'au final, c'est comme ça qu'on accède, c'est comme ça qu'on arrive à avoir le même canal de transmission. Et par exemple, si j'étais pas sur les réseaux sociaux, il y a plein de choses que j'aurais peut-être pas même compris avec des jeunes, par exemple, dans des foyers. C'est des petites choses, mais au final, même dans mon accompagnement professionnel, ça me permet aussi d'être en phase, ou en tout cas de comprendre ce qui joue. Parce que quand on est dans le cœur, pour prendre un autre sujet, je sais pas, le harcèlement par exemple, on va exactement le voir via les réseaux sociaux par exemple. Et si le CPE ou l'école ou quoi que ce soit avait un site, un Facebook, un Insta, n'importe lequel, bah, peut-être qu'il y a des choses qui jouent sur Internet dont on ne peut pas avoir accès. Donc pour moi c'est indispensable. Est-ce que vous ne pensez pas que les réseaux sociaux ont pu avoir des dérives qui ont pu aussi retarder le mouvement intersectionnel au sein du féminisme? Et si... je suis en train de valoriser les réseaux sociaux, ça a duré 2 minutes, mais bah si, évidemment, parce que si là où il y a de l'évolution positive et de l'intersectionnalité, il y a forcément les personnes qui sont en majorité. On revient toujours aux mêmes personnes. Toutes les personnes qui sont contre l'évolution, qui sont contre les idées sociales, sociétales, qui tendent vers la gauche en général, bah, ces gens-là se saisissent des réseaux sociaux. Ces gens-là, en général, ils sont clairement les propriétaires, donc c'est ça qui est bien, ça va plus vite. Donc qu'on aille tout en haut, des gens comme Elon Musk, des choses comme ça, ou plus bas, que ce soit des institutions, des personnes comme Bernard Arnault, Bolloré, peu importe. Surtout Bolloré, je trouve ça un bel exemple, parce que c'est un homme qui possède la moitié de la planète, hein, c'est impressionnant. Bah, du coup, il possède les médias, il possède des canaux, et pareil en fait,
lui aussi, il peut diriger la pensée, il peut diriger qu'est-ce qui est dit, pas dit, qu'est-ce qui est filtré. Et c'est là où il y a quelque chose qui joue. Si jamais on laisse au final infuser ses idées, bah, c'est encore une fois laisser un autre terrain de jeu et un autre terrain de propagande pour ce type d'individu. Alors que y a plein de belles choses justement qui sont intéressantes. De le faire parce que moi, je suis un peu kamikaze sur les bords, mais je pense qu'il faut vraiment réfléchir avant de le faire. Pareil, il y a des personnes qui le font très bien sans se montrer, ne serait-ce que ça, parce qu'en fonction de votre profil, est-ce qu'il y a le visage ou pas, c'est déjà super important, parce que déjà ça donne une info sur qui vous êtes, ça donne aussi une bille pour les personnes en face. Typiquement moi, dans mon visage, donc forcément quand je tombe sur des rêves de fashion, donc des descentes de mecs d'extrême droite, leur seul argument c'est de parler de ma couleur de peau. S'ils ne l'avaient pas, ils ne pourraient pas. Parce qu'en plus mon prénom n'est pas connoté, donc ils se disent peut-être que j'ai pas d'accent, on ne sait jamais. Donc il y a un peu la surprise. Bon là il n'y a pas du coup la surprise, souvent j'ai un afro en plus, donc j'y vais jusqu'au bout. Mais je pense que c'est super important de réfléchir parce que au niveau de ce qui peut arriver en face, ça peut être très violent. Il y a des gens qui n'ont pas de limites. Voilà. Il y a des gens qui peuvent retrouver vos informations. Il y a aussi des gens dans votre vie privée, je veux dire, parfois le hater c'est quelqu'un que vous connaissez, en général c'est des gens très proches, donc ils peuvent trouver et balancer vos informations personnelles. Vous pouvez avoir aussi, comme je disais, des raids, ça peut être très compliqué aussi. Donc je sais pas si, pour moi je pense pas que c'est nécessaire. Moi je me sentais à l'aise de le faire, mais il faut pas être seul, il faut être entouré. Je pense que c'est important d'avoir une vie en dehors aussi, parce que parfois on peut être noyé justement quand ça arrive, c'est assez impressionnant parce que je trouve que on a beau l'imaginer, je pense qu'on se rend pas compte tant qu'on l'a pas vécu et on se dit aussi mais pourquoi les gens y retournent pourquoi les gens ils arrêtent pas tout et tout. Bon, c'est pareil, c'est le côté où sinon je leur donne raison, donc voilà, j'ai pas envie, mais ouais, je pense qu'il faut être prête ou prêt parce que c'est entre guillemets, même s'il y a un retour en arrière, je dirais toujours mais internet n'oublie jamais. Donc pour moi, il n'y a pas de retour en arrière, même si vous supprimez, même si ça se retrouve tôt ou tard sur Twitter, sur machin, qui est inscrit, ça va très vite, quoi. Donc ouais, il faut être sûr et certain ou certaine de le faire. Après, c'est pas obligé, il y a des super comptes qui sont entre guillemets anonymes, enfin, il y a plein de manières aussi de faire. Ou juste à la voix, enfin, voilà. C'est aussi ça l'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'on peut se découvrir, on peut se faire une autre tête, on peut faire ce qu'on veut. C'est sympa aussi. Il y a aussi des désavantages sur les réseaux sociaux. C'est est-ce que vous avez déjà remarqué du shadowban sur vos contenus? C'est mon quotidien. Voilà. Question suivante. Non mais oui, matin, midi, soir. Et je trouve déjà depuis qu'il y a eu déjà l'espèce de strike, avec TikTok aux États-Unis, déjà, moi j'ai senti le avant-après. Pareil avec Twitter, le rachat, etc. Moi j'ai senti, parce que j'ai toujours été, du coup, il n'y a pas eu de transition en termes de militantisme sur les réseaux, j'ai toujours été comme ça en fait, depuis la première vidéo, que ce soit sur YouTube, Instagram, TikTok, il n'y a pas eu de changement ou de transition dès le début, première vidéo, pied dans le plat, comme ça c'était annoncé. Et du coup, moi je suis régulièrement invisibilisée, c'est pas proposé, même si je fais un live, c'est pas proposé aux gens qui me suivent. Et en fait, ça se voit très vite parce que, encore une fois, il y a le fait de l'avoir proposé, donc la vidéo après elle peut avoir un minimum de vues, après les likes, et ça c'est de l'engagement, donc c'est autre chose. Mais ne serait-ce que dans les vues, des fois je fais même pas 1000 vues, alors que par exemple sur TikTok j'ai plus de 100 000 abonnés. Donc en vrai, c'est cool parce que moi c'est en intimité, perso, des fois je fais oh il y a 30 personnes, c'est sympa, on est dans une petite pièce entre nous, c'est cool. Mais c'est surtout que c'est sur des vidéos où il y a une portée qui serait utile, évidemment, c'est pas quand je parle de mes ongles, bien sûr, mais si je dénonce un truc en général, ce qui est 99,9% de mon contenu. Donc effectivement, c'est rageant et ça prouve d'autant plus que c'est nécessaire en fait, parce qu'ils prennent de la place et c'est du coup de l'espace qui n'est pas utilisé en fait par des personnes qui ont envie de proposer autre chose. Donc on voit 2 fois plus, mais effectivement, c'est courant. Donc ça dépend, j'alterne. Par exemple, en ce moment, Instagram, ça rend donc je suis là. Allez, je balance là-bas. Je me dis, ça a tourné là-bas. Bon, on va rebalancer là-bas, on alterne quoi, en fonction des formats. Et est-ce que depuis l'élection de Trump et du coup avec tout ce qui s'est passé avec Meta et tout ça, avec plein de contenus qui avaient certains mots-clés qui ont été bannis, est-ce que vous avez constaté encore plus de shadowban de votre contenu à vous?
Moi, sur Instagram, au niveau des réels, ça fonctionne pas mal en ce moment. Sachant que moi, j'ai toujours été adepte du contenu long, parce que vous avez remarqué, j'aime bien parler. Voilà. Sur YouTube, je fais des trucs d'une heure, donc bon, je fais clairement des conférences sur YouTube en fait, mais j'aime bien les contenus très longs. Mais du coup, il y a plein de comptes aussi que je suis qui sautent, notamment, je ne sais pas si vous connaissez Sans nom de rien, Estelle Depris, mais par exemple, son compte il a encore une fois sauté. Et là, c'est pas par exemple une vague, des fois c'est des vagues de facho, mais là c'est pas ça, c'est littéralement méta. Et même dans des hashtags, ou si on veut parler de sujets, on met un commentaire, vous êtes sûr, vous voulez, ou alors pour la vidéo, vous voulez pas refaire non, le message c'est celui-là. C'est d'ailleurs parce que vous n'êtes pas trop d'accord, peut-être qu'il y a un peu plus fort, mais ouais, ça, il y a eu un avant-après aussi dans ça. Et je crois que même Mark Zuckerberg il avait communiqué là-dessus en faisant sauter toutes les fêtes, enfin, tout ce qui n'était pas assez catho en gros. Et du coup, au niveau des thématiques, il y a plein de choses qui sont aussi dans l'ombre, donc raison de plus. Ouais. Et du coup, comment on fait? Est-ce qu'en tant que militante, on doit. Qu'est-ce que vous pensez du fait de quitter les réseaux sociaux, justement parce qu'ils sont détenus par ces personnes-là, en tant que militante? Ça, je me suis posé quand même la question à un moment donné, parce qu'effectivement, on a l'impression de participer à ce truc-là, un peu le serpent qui se mord la queue, mais je ne me suis pas encore résignée, je suis encore là, parce que, en fait, justement, je me dis, mais est-ce que c'est pas aussi maintenant ou jamais? Il faut être là, en fait. Parce que si on fait un peu binaire, quoi, l'extrême droite et la gauche, ou peu importe, mais en fait, si toute la gauche part, il reste qui, du coup? Et le peu de gens qui n'auront pas, justement, parce que cet accès, justement, à l'information, moi, je me dis, je peux me permettre de partir, pas partir, je sais où aller chercher l'info, j'ai déjà toutes ces bilans en main, mais je me dis, voilà, la maman de 4 enfants, l'étudiant, etc., ou le jeune qui vient d'avoir ses réseaux sociaux, qui a 12, 13 ans, etc. Mais je me dis, là tout de suite, il va tomber en plus de la vraie vie, donc même la vie virtuelle, elle sera polluée par ces propos-là, et il n'y aura personne en fait en face. Il n'y a même pas de contradiction du coup si on part. Et moi je pense que c'est maintenant justement ou jamais où il faut, parce que la bascule, on l'a vu, il y a moins d'un an, la bascule, on était déjà là, mais je veux dire, la pente là, c'est savon, c'est haut, c'est tout. Et je pense que c'est maintenant, et dans ces moments-là, depuis même un an, que ça joue plus que jamais. Parce que la viralité dans les propos atroces n'a jamais été aussi forte. Les contenus, même moi, j'ai un algorithme qui est extrêmement calibré, mais alors à gauche, je veux dire, si la Terre est plate, moi ça tombe. Enfin, vraiment, c'est là-bas. Donc il y a plein de trucs, des fois on me dit, mais t'as pas vu, je suis là, vous avez pas compris. Moi, je suis pas. Si vous me taguez pas, je ne suis pas au courant. Je regarde que. Même des gens à l'étranger, je me dis, ah, j'ai un doute. C'est bon, il est avec nous, c'est bon. Enfin, je veux dire, j'ai tellement travaillé pour que ça soit calibré que ça ne me vient pas à mes oreilles. Donc, justement, en général, je suis assez protégée de ça. Mais c'est parce que j'étais déjà âgée quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux. J'avais déjà mon expérience professionnelle, donc j'ai pu faire ce travail-là. Et je me dis, justement, parce qu'on m'a demandé à un moment donné Blue Sky, Twitter, enfin la version un peu Twitter et tout. Déjà, moi, je me suis dit non, parce qu'en fait, j'ai pas le temps. Enfin, il y a 1 milliard de plateformes, c'est plus possible. En fait, il faut dormir dessus, c'est plus possible. Et en plus, en fait, si on parle de encore Twitter, et puis on parle d'Instagram, et puis on parle de YouTube, et puis on parle de... Je me dis, il reste quoi à consommer, il reste quoi à proposer, et quelles sont les informations, effectivement, même de questionnement, de contradiction. On n'a pas dit qu'on était des prêcheurs et qu'on voulait rallier tout le monde, mais je me dis, même dans le questionnement, il n'y a pas d'antagoniste, il y a juste ça, quoi. Parce que du coup, c'est entre eux, pour eux, par eux, quoi. Parce que du coup, ça leur appartient. Je dis eux parce que c'est des hommes, hein, mais ça leur appartient, c'est eux qui parlent, et puis c'est eux qui se valorisent, et puis c'est eux qui s'invitent. Enfin, je veux dire, non, quand même. Donc, on est encore le petit village de Gaulois qui résiste à l'envahisseur. Et du coup, dans une perspective de futur, comment est-ce que vous voyez l'engagement sur Internet avec tous les récents événements qui peuvent arriver dans le monde? Et du coup, comment est-ce que vous voyez cet engagement féministe intersectionnel évoluer dans le temps? Pour moi, il va continuer d'être là, et les réseaux sociaux, pour moi, c'est un tremplin en fait. Et on l'a vu avec toutes les manifestations qu'il y a eu, même à l'étranger, en Géorgie, etc. Je veux dire, en 3 heures de temps, on peut faire déplacer une ville si on veut. Donc, ça serait utopique de croire que ça va ralentir, surtout à l'ère où tout est digitalisé. Donc, c'est d'ailleurs à travers ça aussi que des gens comme Elon Musk arrivent à faire leur propagande. Donc si eux ont compris que ça avait un intérêt, il n'y a pas de raison que nous, on ne l'utilise pas en ce sens. Je pense que
ce qui est dommage et en même temps c'est ce qui fait qu'on se questionne plus, c'est que les gens qui vont avoir tendance justement à se questionner sur la société, etc., c'est les mêmes personnes qui, comme on disait tout à l'heure, vont avoir tendance à partir de ces réseaux sociaux. Et je faisais le parallèle comme ça, un peu comme avec la maternité, où avoir des gens qui vont se dire attends, mais la planète, mais attends, est-ce que les traumas, est-ce que Trump il s'est posé la question de faire des marmots, est-ce que Musk non, et c'est ça qui est fou en même temps, je trouve que c'est pas ça, mais c'est en ayant le plus accès, en se questionnant le plus qu'on se dit ah bah non, nous on a la maturité, l'humilité, on se recule, on machin, et au final encore une fois c'est que ça refait des générations qui votent la même chose, donc en fait non, on est obligé d'être là, et je pense que les réseaux sociaux, c'est loin d'être terminé, on a dit ça il y a 15 ans et on y est toujours, et au final c'est aussi à travers ça que d'autres choses se jouent, même sur YouTube. Pour ne citer que le premier youtubeur français, Thibaut InShape, par exemple. On a un magnifique programme politique qui arrive vers 2027, c'est sympa comme tout. Donc il faut de toute façon. De toute façon, on n'a pas le choix. Enfin, pour moi, on n'a pas le choix parce que j'ai l'impression que c'est un peu ce qui nous reste aussi. À travers ça aussi, on peut divulguer plein de choses et justement à traverser aussi les générations dans ce sens-là. Quand on a vu toutes les communications, par exemple avec Drag Race, etc., et puis aller dans les écoles, je me suis dit, mais est-ce qu'on aurait pu faire ça sans les réseaux sociaux? Que ça aille aussi vite, qu'on communique. Et est-ce que vous pensez que du coup les autres formes de militantisme, elles vont un peu diminuer et les gens vont plus le faire sur les réseaux sociaux? Moi je pense pas. Je pense que ça va évoluer, effectivement, on va se saisir. Et la déconstruction, elle passera par là, notamment, comme je disais tout à l'heure, les structures déjà installées. On commence à se questionner sur ce qui est déjà en place, des grosses associations qui vont justement être féministes, ou par exemple Nous Toutes, si on prend cet exemple-là, on les a questionnées, les femmes de Nous Toutes, justement, sur le white feminism, le fait qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément pour les personnes transgenres, pour les femmes handicapées, etc., etc. Et tout ça, je trouve que c'est une très bonne chose en fait. C'est aussi grâce aux réseaux sociaux qu'on peut avoir ce lien entre les différentes plateformes, même là les différents pôles, je veux dire Nous Toutes Guadeloupe, Nous Toutes ici à Lille, etc. etc. Donc non, moi je pense juste que ça va évoluer et de l'intérieur, parce que justement il y aura les nouvelles générations qui seront les adultes de demain. Et donc pour moi ça va suivre, parce que là on est sur les réseaux sociaux, mais on a bien vu en 4 ans, 5 ans TikTok, je veux dire, ça n'existait pas et puis c'est devenu un truc primordial. Donc en fait, qui sait où est-ce qu'on sera dans 5 ans? Donc non, pour moi, ça va juste être une autre forme de militantisme. Et en fait, comme il y en a pour tout le monde et comme tout le monde ne se sentira ni à l'aise, ni apte ou capable d'eux, il y aura toujours une forme pour quelqu'un. Là, ça sera de venir ici, comme on l'a dit, là, ça sera dans la rue. Et je pense qu'il y a des gens qui seront toujours en rue, mais qui ne seront jamais sur les réseaux sociaux. Et je pense que quand on cumule le tout, ça fait un truc sympa. Est-ce que vous avez vu des exemples concrets de votre engagement dans la vie, mais que ce soit positif ou négatif? Négatif, je ne l'ai jamais eu en vrai. On m'a jamais interpellé, je me suis dit. En vrai, ça serait marrant. Bon, à petite dose, bien sûr, pas le fou du bus là qui veut me planter, mais je veux dire, au moins un truc constructif ou de venir, ça serait intéressant, mais j'ai jamais eu. Positif, en général, c'est des remerciements ou des choses un peu sympas. Par exemple, hier encore, j'ai reçu un message d'un mec qui est en études d'éduc, du coup, maintenant. Et j'avais répondu à son questionnaire quand il était en études. Enfin, je trouvais ça trop mignon de me donner des news. J'étais vraiment en mode, est-ce que je suis sa référente, en fait? Je trouvais ça trop chou. Il m'a dit, c'est trop cool et tout, ça se passe bien, machin. Ouais. Donc, c'est plein de petites choses comme ça, en général. Et sinon, en tant qu'éduc, sur le terrain, parce que de toute façon, c'est avec ce que je fais sur le terrain que je suis influencée pour faire du contenu et inversement. Donc, en termes d'inspiration, il n'y a pas de problème. Et du coup, pour continuer sur ce que vous disiez en tant qu'éducatrice, est-ce que vous arrivez à essayer de transmettre des valeurs féministes intersectionnelles aux enfants dont vous vous occupez? J'essaye un peu, mais je pars un peu du principe que quand tu choisis ce métier, en tout cas la vision que j'en ai, moi c'est un peu comme les médecins qui font le serment. Il y a un peu ce truc de défendre coûte que coûte les personnes marginalisées et si ça n'a pas de sens, tu le fais pas. Donc, et dans l'autre sens aussi, si ça a du sens, tu le fais, peu importe jusqu'où. Donc je pense que c'est à travers des discussions en général, surtout tout ce qui est préadolescente, quand elles parlent de leur relation amoureuse, oui mais il m'a dit ça et machin, et toi tu fais ah là, il y a un truc là,
Tu m'as dit ta tenue, t'as dit un truc. Allez, assis-toi. Allez, ce qu'on fait, c'est qu'on dégage, voilà. Non, mais du coup, on peut avoir plein de discussions comme ça, surtout avec bon, les ados, c'est plus facile. Mais les femmes aussi. J'ai beaucoup eu, quand je travaillais en centre d'hébergement d'urgence, donc on est avec des personnes qui sont sans logement et du coup, elles sont hébergées par l'association. On va, nous, travailler pour l'accès au papier, avoir une situation administrative, un travail, un emploi, etc. Et où la scolarité, s'inscrire dans le territoire. Bah, typiquement, moi, il y a des choses qui jouaient avec les femmes racisées, par exemple, sur le fait de s'éclaircir la peau, le fait de porter ses cheveux naturels. Donc, il y a des choses, par exemple, quand je travaillais à l'aide sociale à l'enfance, donc anciennement la DAS, la ZE, il y a une jeune comme ça qui avait 5 ans et elle était en famille d'accueil. Et moi, du coup, j'étais référente de sa maman et donc des deux enfants de la famille. Et la petite, bah, en fait, une fois, j'avais fait des pompons comme ça. Et la fois d'après, elle est venue en visite, elle avait des pompons, elle a dit oui, elle a demandé à faire comme Sidonie et tout. J'étais là. Et c'est des petites choses, mais en fait, en termes de représentation, c'est super important. Donc, c'est plein de petites choses comme ça aussi qui te permettent de dire voilà, t'es une femme, t'es noire, t'as des très beaux cheveux et il n'y a pas de souci, on va le faire ensemble. Et avec les mamans aussi, justement, tout le passif, du coup, décolonial, bah oui, mais pourquoi vous trouvez que je suis plus belle que telle alors que c'est juste parce que j'avais la peau plus claire. Et donc on essaye un peu autour d'un verre, rien à voir au final, on vient pour faire les devoirs avec le gamin, mais la maman qui nous dit que ah mais toi t'as de la chance, t'as un beau teint, tu dis là il y a un truc là il faut le saisir. Donc ouais, c'est ces moments-là je pense qui me montrent que ça sert à quelque chose et que ça va impacter tôt ou tard. De toute façon la graine elle est plantée après. Je peux pas faire plus, mais moi j'essaye quoi. Donc c'est vraiment lié, enfin votre engagement sur les réseaux sociaux et votre métier. Exactement. En général, quand je dois résumer, je dis que je fais mon travail sur Internet. Après, il faut que les gens sachent qu'il y a mon travail. Ça, c'est autre chose. Et du coup, comment est-ce que vous arrivez concrètement à concilier les deux casquettes de personnalité publique sur les réseaux sociaux et d'éducatrice un peu dans la vie de tous les jours, si je peux dire ça comme ça? Jusqu'à présent, ça va. Je suis pas trop impactée en vrai. C'est que quand je travaille avec des jeunes, des fois, ils sont là. Mais je t'ai pas déjà vu sur TikTok. Ça me fait trop rire, du coup oui, ils sont vraiment là, genre, tu as vu du fromage dans plein milieu de la conversation, donc c'est assez drôle. Mais sinon, en fonction, les éducs, des fois, ils sont un peu plus vieux, donc ils n'ont pas forcément accès. Ou alors ils se disent, ah, mais c'est quoi TikTok tout. Je me dis, oh, là, on est loin, ça va être long. Mais non, sinon, il n'y a pas trop de difficultés. C'est plus, bah, moi, j'ai l'impression de ne pas avoir assez d'heures dans une journée pour faire les deux. Donc en général, pas tout en ce moment, je suis sous l'eau. Enfin, vraiment, je suis là, oui, bah, je reviendrai sur le cul quand je reviendrai, voilà. Parce que j'arrive pas à faire, enfin j'ai pas le temps de toute façon, donc après c'est pas grave. Mais j'ai tellement de sujets en tête en fait qui sont juste entre l'actualité, entre mon travail, il y a plein de choses que j'ai envie de dire et du coup je communique autrement aussi. Je le fais, je sais pas, par exemple en story Instagram parce que si je peux pas parler, je me dis je relaye un collègue ou je relaye un truc super important. Souvent c'est autour de Paris, moi j'y suis pas donc je relaye, des choses comme ça, mais ça va, j'arrive encore à jongler et je suis pas du tout dérangée dans la vraie vie et ça me va très bien. Je pourrais jamais être. J'ai pas trop envie d'être. Enfin, je sais pas, un vrai personnage public. C'est effrayant, je trouve. Je suis bien, je me balade dans la rue, je me dis, mais voilà, c'est pas qui je suis très bien. Moi, je suis personne, mais je veux dire, voilà, je me sens pas dérangée dans ça et ni traitement de faveur, ni l'inverse, quoi. Ça me va très bien comme ça. Mais je pense que c'est le fait d'avoir un travail déjà d'avant et d'avoir déjà commencé plus tard sur les réseaux parce que t'es ancré. Donc, moi, en fait. Si mes contenus sautent, ça me saoule, évidemment, et je suis en mode, je vais pas travailler pour rien en fait, donc on va le remettre. Mais je veux dire, moi je vais pas mourir si mon contenu il saute. Je referai un compte, c'est pas grave, vous voulez me faire taire, je referai des comptes. C'est juste pour le travail et l'historique, ça m'embête, parce que forcément, pour moi c'est comme un livre, enfin c'est des ressources maintenant, et je me dis même pour moi, des fois je me dis, ah, mais ouais, cette vidéo, en fait je l'avais dit, et autant que la publie, ça va plus vite. Donc c'est pour le travail qu'il y a derrière, mais c'est pas ce qui me représente, parce que moi je dis toujours toucher de l'herbe, hein, aller dans la vraie vie, je veux dire. Alors qu'il y a des gens, c'est que ça les réseaux sociaux, et je pense que c'est là aussi où ça me permet d'avoir cette distance. Non pas que ça m'impacte pas quand je me prends des vagues, encore une fois, mais je me dis, après moi je fais mon TikTok, tac, je vais travailler, je fais 14-22, je fais avec des gamins, enfin, ma vie elle est là, quoi, elle est dehors, elle est pas sur internet. Donc je pense que c'est ça aussi qui permet d'avoir l'équilibre, et donc de pouvoir gérer un peu. Sinon, j'aurais pu peut-être me mettre mal en me disant, non, j'ai pas posté. Enfin, tu vois. Donc ça va. Et ici, on est tous et toutes étudiants. Comment est-ce qu'on peut concilier
vos projets professionnels à nos valeurs féministes, intersectionnelles ou toute autre valeur militante. Est-ce que vous avez des conseils là-dessus? Parce que vous dites aussi, vous faites les deux et ça prend du temps. Comment Je pense que, en fait, déjà, ça dépend de quel type de valeur, je pense, vous avez tous. Et à quel point ça vous impacte, en fait, je pense. Parce que moi, j'ai pas l'impression d'y réfléchir parce que c'est... Enfin, pour moi, c'est logique, c'est inné et c'est... Enfin, je le vois un peu sous ce prisme-là, en fait. De la même manière que quand je voyage, ben, je sais que je voyage sans doute d'une manière... Enfin, avec ce prisme-là, où je vais aller, ce que je vais consommer sur place, etc., etc. C'est comme si j'avais un peu des lunettes et je le voyais que comme ça. Donc je pense que ça dépend déjà de la carrière qu'on veut faire. Après, bah, moi forcément c'est plus simple parce que bah, c'est mon métier, donc je fais la facilité. Moi des fois on me dit, ah, je sais pas faire ce que je fais, je me dis, mais moi j'ai le plus simple. Moi j'ai pas à venir travailler dans un truc que je tolère pas personnellement, mais juste je dois manger. Et c'est ça aussi, quand je disais que bah, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est pas parce que tu es étudiante et que tu bosses à McDo que tu soutiens McDo. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on est dans un monde capitaliste. On n'est pas utopiste. Moi aussi, il y a plein de trucs que j'aimerais ne pas avoir, pas consommer. Mais idéalement, en fait, il faut être soit blindé, soit... Il y a plein de facteurs qui entrent en compte. Donc je pense qu'il faut aussi s'enlever ce poids-là. Il y a des associations, sur quand même 1 milliard ici, parce que c'est une entreprise ici, c'est immense. Il y a, comme je disais, bah, il y a les consommations. Ce que vous mettez sur votre peau, ce que vous mettez dans votre assiette, ou est-ce que vous allez regarder, je sais pas, par exemple la culture, ou est-ce que tu vas regarder un film, est-ce que tu le regardes en ligne, est-ce que tu vas dans un cinéma de quartier, ou est-ce que tu vas dans un gros pâté. Et je pense que c'est tous ces éléments-là, je reprends un exemple bête, mais quand tu prends le train, bah, si tu vas pas au relais, tu donnes pas d'argent au Bolloré. C'est vrai en plus. Je pense que c'est là. Non mais c'est vrai, en plus, c'est un exemple tout bête, mais maintenant quand je prends le train, je me dis, c'est un petit truc, mais au final je me dis, une journée, ça me donne un Bolloré. C'est vraiment mes objectifs quotidiens, ce qui est impossible quasiment. Vraiment, demain, je vais apprendre qu'il a acheté ma mère, c'est fou. Mais je pense que c'est aussi ça, quand je dis s'enlever ce poids-là et cette pression, c'est qui est-ce que vous suivez sur les réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, c'est pas obligé d'être affiché, d'être montré le militantisme. Enfin, encore une fois, c'est ma vision du truc, mais il y a plein de gens qu'on ne soupçonne pas et qui peut-être soit... Enfin, le côté financier, pour moi, il est très loin, en fait. Je pense que c'est le prisme en premier lieu qu'on imagine. Parce que, effectivement, pour moi, s'il y a une chose à faire, c'est toucher le porte-monnaie. De toute façon, il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Mais aussi, dans l'autre sens, c'est qu'à un moment donné, tu es là, tu es étudiant, tu n'as pas de thune. Tu vas pas faire une grève de la faim parce qu'en fait, Lidl, le truc Israël. Enfin, tu vois, il y a un moment donné, il faut aussi être en phase avec les réalités. Mais du coup, bah, si c'est acheter en seconde main, si c'est manger dans un truc solidaire, si c'est donner un bal à une personne dans le besoin, enfin, il y a plein de moyens. Il y a être bénévole dans des assos, mais le but, c'est pas non plus. De s'épuiser. Voilà, il faut aussi être capable d'accepter ce qu'on peut faire et pas faire. Il n'y a personne qui va gagner une médaille à la fin de la journée, il n'y a personne qui... Je pense que c'est ça aussi qui parfois peut être compliqué aussi avec les réseaux sociaux, mais ce poids de bah, fais pas assez, tu fais pas assez, c'est bon. Je veux dire, déjà là, le fait d'être dans ce questionnement-là, comme je disais tout à l'heure, c'est sans doute 80% de plus que les 2/3 qui ont tout et qui en ont rien à faire. Juste, ça se trouve, en étant étudiant, en venant juste en VL, c'est sans doute plus que les mecs qui ont des big jets. Et, enfin voilà. Donc il faut aussi, je pense, soulager ce poids sur les épaules et trouver des moyens un peu plus simples, comme je disais, pour le mettre un peu quotidiennement, parce que je suis sûr que, bah, déjà, si vous êtes ici, c'est que vous le faites sans doute plus que des gens qui sont en haut. Donc on a des questions vraiment courtes. Tu commences. Du coup, vous pouvez, les questions, elles sont plus, comme elle a dit, elles sont plus courtes. Après, vous pouvez bien sûr développer. Il n'y a aucun problème. Non, mais j'ai compris, c'est un exemple. Non. J'essaye de faire 2 phrases, promis. Je vais dire point et des virgules, promis. Du coup, on voudrait d'abord savoir si votre parcours devrait être résumé en un mot ou quelques mots. Qu'est-ce que vous diriez? C'est une bonne question. Je pense que ça serait cohérent. Enfin, c'est toujours mon avis, parce que là on dirait que je suis mégalo, mais j'ai l'impression en tout cas d'essayer de tendre avec la cohérence et du sens. Je ne sais pas faire s'il n'y a pas de sens. Je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps, mais je pense que je peux faire tout et n'importe quoi quand j'en parle, même d'un point de vue travail en fait.
on va avoir des situations complexes dans mon métier et on va régulièrement être mise à l'épreuve aussi dans ça, et même au niveau des valeurs, et parfois, je sais pas, les heures sup, etc., ou faire des choses hors cadre, même de la loi. Et moi, je me dis, mon chef, ma chef, il peut me demander ce qu'il veut, mais ça a du sens, j'y vais, quoi. Et je pense que c'est ça qui m'anime. Je me suis rendu compte, parce qu'en faisant une rétrospective, par exemple à l'école, toutes les matières qui étaient typiquement du par cœur, en fait, je me rends compte que je n'y arrivais pas. Parce qu'en fait, pour moi, ça n'avait pas de sens. Il y avait un truc de, faut apprendre, faut régurgiter. J'ai fait l'opposé, bien sûr. Donc, le métier, et je me rends compte que moi, j'appréciais les langues, j'appréciais d'autres choses, où il y avait de la communication, où il y avait du lien. Et en fait, je me rends compte que le fil conducteur même de ma vie, c'est ça, c'est que c'est du sens, en fait. Je peux faire n'importe quoi, il n'y a pas de souci, entre guillemets, bêté, discipliné, mais il faut que c'est du sens. Il faut qu'il y ait un impact, il faut que ce soit cohérent. Et je pense que c'est à peu près ce qui m'anime. Ça va, c'est pas trop long. J'ai grave, je me disais, arrête. Et la remarque qui vous agace le plus? Ou les remarques. Merci pour les. Je crois que le tu viens d'où? Sous-entendu 2 points, vraiment. Genre, non mais un peu plus loin. Je pense ça. Et alors, il faut que ça soit personnel, ou ce que j'entends? Non, personnellement quand même, je suppose. Comme vous voulez. Ouais. En fait, dès qu'on parle des publics de manière globale que je défends, mais du coup, que ce soit mon travail, qui existe juste, mais des personnes marginalisées ou quoi que ce soit, qui sont victimes de discrimination, si je suis pas loin dans une conversation comme ça me saoule un peu très très vite, ou typiquement sur le voyage par exemple. Tout ce qui est les personnes qui font de l'humanitaire, tout ça, ça me très vite. Mais moi en fait j'étais en... Alors qu'on n'a pas engagé de conversation, je veux dire, juste parce que je suis noire, tu penses que là ça m'intéresse, que tu as été au KDH. Ok, voilà, ça par exemple, ça m'énerve très facilement. Et du coup, quand vous êtes confronté à ce genre de remarques, est-ce que vous avez pour habitude de réagir, ou vous laissez un peu passer en vous disant que de toute façon c'est peine perdue? Alors déjà, je pense que mon corps réagit avant même que je veuille réagir. Ça aussi, je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps. Je vois que je suis sur des vidéos d'autres gens, et je me dis, mes yeux ils vont tellement haut. C'est vraiment, je suis là. Voilà. Je me dis, je peux pas mentir, c'est compliqué. En général, j'essaye de discuter, mais je pense qu'il y a aussi ça, c'est dans les conseils même de tout à l'heure, mais quand on parle d'humilité, même de savoir où aller, jusqu'où, c'est aussi dans ça. Savoir quand il faut parler et quand il ne faut pas parler en fait. Il y a des gens, c'est peine perdue. De la même manière que moi je dis toujours, on ne discute pas avec l'extrême droite, c'est pareil. Il y a un moment donné où c'est la fameuse soirée, et puis il y a ce type, cette meuf qui ont besoin de... Comme là avec le voyage, je veux dire, ça m'est déjà arrivé de la question du tu viens d'où, et puis le mec m'a tenu la jambe pendant 20 minutes et tout, et je me suis dit, est-ce que j'y vais là maintenant? Je veux dire, est-ce que j'ai l'énergie là tout de suite? Et en fait, il y a des fois, il faut... Je me dis, déjà, on ne peut pas mettre de l'énergie partout, parce qu'on... Déjà, on doit se lever le matin, on doit exister, c'est déjà pas mal. On peut pas sauver tout le monde, voilà, aussi. Et puis il y a des gens qui veulent pas être sauvés, enfin je veux dire, c'est même pas d'être sauvés, mais ces conditions-là, ça leur va de toute façon. Donc est-ce que vraiment c'est de l'énergie qu'on met là, ou on peut plutôt la mettre dans des jeunes ou des gens qui ont envie? Tu vois, c'est un peu comme dans les commentaires. Je vais le savoir aux commentaires comment elle écrit, si la personne elle se questionne vraiment sur la thématique dont j'aborde, ou si en fait c'est un troll et puis c'est juste pour m'énerver et puis essayer de provoquer. Je pense que c'est un peu pareil. C'est comment je le ressens. En général, on le ressent si une personne elle se pose vraiment la question et on est dans un échange sur les origines ou peu importe, ou si c'est quelqu'un qui a vraiment ce sujet-là sensible et elle veut aller provoquer. Je pense que, oui, en fonction de ça, c'est un peu comme dans les transports, etc. On sait si à un moment donné il faut réagir, ou si en fait ça ne vaudra pas le coup en fait. Parce que aussi c'est ça, c'est que c'est se mettre en danger, parce que des fois on oublie, mais c'est se mettre en danger que de réagir ou de venir agrémenter une conversation, de répondre, etc. Ça peut alimenter quelque chose chez des gens qui ont besoin de décharger, et on n'est pas des petits bols, donc non. Et quelle est la plus grande victoire féministe de ces dernières années? Moi, je pense que je dirais le MeToo de Tarana Burke. Je crois que c'est en 2006 qu'elle a commencé, mais ça a explosé avec Alyssa Milano aux États-Unis. Mais Tarana Burke, c'est une activiste afro-américaine.
Et en fait, elle était déjà dans les backups depuis longtemps et elle militait du coup aux États-Unis pour justement la place des femmes noires et pour justement le fait qu'elles étaient discriminées et d'autant plus sujettes au VSS, etc. Donc, elle a fait tout ce chemin-là. Et en 2017, en reprenant le hashtag Alyssa Milano, avec Harvey Weinstein, enfin tout ce que vous imaginez, ça a réexplosé, mais je dirais ça. Parce que pour moi, elle a ouvert une boîte de Pandore. C'est comme si elle avait donné, même pas le droit, mais l'espèce de légitimité de dire allez-y les nanas, enfin c'est bon, ça y est, ne sautez plus en fait. Et je pense que ça c'est incroyable d'avoir eu cette force, surtout en tant que femme noire aux États-Unis déjà, et le fait que ça a traversé le monde et que maintenant on a eu en plein de versions différentes, mais je me dis, ça vient de là, même si on a MeToo animation, MeToo stand-up, etc., balance ton tatoueur, enfin peu importe, ça vient de là. Et je me dis que c'est quand même, il faut rendre à César ce qui lui appartient, parce que ça arrivait très tard, pour des raisons évidentes, parce qu'on disait toujours Alyssa Milano, Bernard Burke, voilà. Ça aussi, dans la catégorie des discriminations et des violences qui sont perpétuées. Oui, c'était bon, j'ai bégayé, mais c'était bon. J'étais partie sur perpétuité, je suis là, non, ça c'est la taupe, c'est autre chose. Je pense que ça aussi, dans les dynamiques d'oppression, c'est également rendre à César ce qui lui appartient. Je prends un exemple avec Tanaland, si vous êtes sur TikTok, tout ça, vous allez le voir. Le monde imaginaire, sans les hommes, etc. Après, il y a eu des débats, est-ce que les personnes LGBT, enfin voilà, ça aussi, rebelote, ça a mis des choses en lumière, de se rendre compte qu'en fait on est très limité aussi, même dans cette pensée de on doit faire un monde idéal et il est rose, et on est en bikini. Non, je vais tendre le luxe en fait, donc non. Et tout ça, c'est aussi Adja, par exemple, une créatrice de contenu qui est femme noire, et puis c'est pas elle qui a eu les lauriers, ça a été Polska, une femme blanche, Lucie, une femme blanche, et c'est systémique là en ce moment, je sais pas si vous le voyez. Il y a une traîne un peu avec un homme qui reprend les musiques de Christophe Maé là. Il dit il y a des jours où je me lâche, etc. Je sais pas si vous l'avez passé. Vous ratez. Purée, on a quelqu'un, je suis pas toute seule. C'est hilarant. Et c'est un homme noir qui l'a créé. Et c'est vraiment. Il met des phrases genre non, Patrick, c'est pas parce que t'as mangé une fois du mafé que truc. Enfin bref, on est toujours sur ce même truc. Et il danse un peu en mode pas du tout dans le thème, pas du tout. Et il met une petite cravate, c'est hilarant. Et pareil, ce mec-là, tout le monde l'a repris. Et à la base, donc, voilà, sur ça, on a encore des choses à faire. Et du coup, est-ce que vous pourriez nous donner une figure féministe qui vous inspire? Rokhaya Diallo. Je pense que c'est le premier nom qui me vient en tête. Je pense qu'on la considère, parce que j'ai envie de dire, elle a tellement de casquettes cette femme, mais journaliste, essayiste, elle est incroyable, j'aime trop cette femme. Mais elle écrit, si je ne m'abuse, pour le Times aux États-Unis, pour The Guardian en Angleterre, enfin, c'est quelqu'un. Et le fait qu'elle soit autant méprisée et raillée dans son propre pays, je trouve que c'est énormément symbolique. Et si on veut aller dans une autre thématique, on aurait pu dire Ayana Nakamura, mais le fait que cette dame soit reconnue dans le monde, que même l'ONU a reconnu qu'elle subissait du harcèlement, mais qu'ici on la prend pour une femme qui ne sait pas s'exprimer, qui est hystérique, enfin, le fait qu'elle subisse de la misogynie et du coup misogynie noire, vu que c'est une femme noire, enfin, je trouve qu'elle représente tellement aussi tout ce clivage et toutes les limites au niveau de la lutte, en se rendant compte qu'encore une fois, on accepte, voilà, si Maï Letterstef elle vient, c'est mignon, elle fait une pub pour les Tampax, c'est sympa, mais Rokhaya, quand elle parle du pansement, quand elle parle de la discrimination, quand elle parle de... Là, c'est trop, et je trouve que le fait qu'elle soit là depuis aussi longtemps, qu'elle soit encore là, enfin, je veux dire, j'aurais sans doute lâché. Elle a tellement mangé, cette femme, pour que moi, aujourd'hui, je puisse parler sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'il y a des femmes comme elle qui sont passées avant moi. Pour que je puisse avoir mon afro, moi des fois on me dit c'est bien t'as ton afro, mais j'ai vu une dame comme elle aller sur des tapis rouges avec des afros, avec des tresses, elle porte des tissus, etc. Et je trouve que c'est hyper important de la mettre en valeur parce qu'elle est malheureusement pas à la place où elle devrait être, mais l'étranger déjà il l'a compris, donc j'ai envie de dire c'est pas ici, c'est ailleurs, c'est pas grave. On va pas non plus essayer de plaire à des gens qui veulent pas de toute façon. Donc, je trouve qu'elle représente aussi cette mentalité-là. Il n'y a pas de porte, on va faire un trou dans le mur, c'est pas grave. Donc, j'aime bien. Et sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier à suivre sur le thème de l'intersectionnalité des luttes ou du féminisme? Je crois que c'est Lexi son prénom. Son compte c'est Aggressively Trans, je crois que ça se dit comme ça.
Et déjà, alors j'aime tellement la DA du conte, je trouve qu'il est hyper léché. À chaque fois, en ce moment, elle fait un ABCDR, il me semble. Donc elle a commencé là, il y a quelques jours avec le A, et elle a toujours des outfits assortis avec un fond. Enfin, il y a vraiment quelque chose déjà de visuellement hyper intéressant dans la vulgarisation de tout le vocabulaire et tout ce qui entoure la communauté trans, etc. Donc je trouve qu'elle rend ça accessible. Par exemple, moi, ça ne me concerne absolument pas. Et ça me permet aussi de pouvoir m'éduquer et apprendre pas mal de choses. Donc ouais, je trouve qu'elle est hyper intéressante. D'ailleurs, elle a coécrit un livre, Vulgaire, il s'appelle. Avec ne serait-ce que la pochette du livre, c'est la panthère avec écrit Vulgaire en rose. Enfin, j'adore le fait qu'elle va chercher le kitsch où on va justement dire que c'est pas un niveau... comme souvent les essais, c'est très blanc, très pur, et puis il n'y a qu'une ligne, il y a une petite couverture, ils ont dit à mettre du léopard, genre le bureau, à deux doigts de mettre de la mousse, enfin j'adore quoi. Donc j'aime beaucoup ce profil. Et pour vous, est-ce qu'il y aurait un film ou une série qui représente bien ou qui parle bien des questions intersectionnelles? Alors je sais que, moi je les ai pas regardés, mais il me semble que, je sais pas si on considère que justement c'est du white feminism, mais Handmaid's Tale, ça se dit comme ça, mais La Servante écarlate, il me semble. En français, que j'ai regardé, je trouvais qu'il y avait quand même des choses intéressantes, c'était 10%, je sais pas si vous l'avez regardé. Je la trouve extrêmement intéressante, notamment Camille Cotin dedans, je trouve qu'elle porte la série à bout de bras, je trouve qu'elle est hilarante. Et dedans, elle représente une femme lesbienne, mais il me semble en plus qu'elle est LGBT, si je ne l'abuse, Camille Cotin. Mais sinon, peut-être que je me trompe. Mais en fait, je trouve qu'à partir du moment où c'est pas un sujet, je trouve que c'est là où c'est bien fait, c'est qu'on n'est pas besoin de le prôner, on n'a pas besoin de dire oh, regardez ici nous avons notre quota et tout, regardez on pense une femme, voilà, pas du tout. Je trouve que c'est comment c'est amené, c'est pas mal glissé. Et par contre sur la question je dirais VSS et peut-être même misogyne, mais je dirais assez surprenant, vous n'avez pas le revenir je suis sûr, mais je dirais Kirikou pour Karaba avec la sorcière, donc le premier. Je trouve que sur le sujet des VSS, c'est un sous-jacent, mais je le trouve très intéressant, et sur la résilience, sur l'hypervigilance, il y a plein de choses qui jouent, donc je dirais ça. Et enfin, un livre que tout le monde devrait lire. Là, moi je dirais, je crois que c'est Communion, Belle Ours, c'est ça. Communion, je dirais celui-ci. On va passer au Smash or Pass. Du coup, on sera très intéressé si vous pouvez faire une petite explication de pourquoi Smash ou pourquoi Pass à chaque fois. J'ai l'impression de Waouh, ok. Ah oui, ça, d'accord, il n'y a pas de... C'est pour ça qu'on fait une petite explication. Ok, waouh. Donc c'est personnellement ce que j'en pense à chaque fois? Oui. Ok. Waouh. J'ai que deux choix, évidemment, sinon je peux pas faire entre deux, sinon c'est pas drôle. Ça peut être un Smash nuancé, Waouh. si vous préférez. Ah, moi, je pas se nuancer, mais... Simone de Beauvoir. Alors, je l'ai appris il y a quelques années, mais si je ne m'abuse, elle a fait partie d'une longue liste de personnalités françaises qui ont fait comme une lettre ouverte, je crois que c'était dans Le Monde à l'époque, je sais plus si c'était dans les 70 ou quelque chose comme ça, ou 80, où il y avait une volonté de baisser l'âge de la majorité S, si je ne m'abuse. En tout cas, d'autoriser les relations avec des mineurs, je crois que c'est comme ça, si je ne m'abuse. Et du coup, elle a fait partie, entre autres, avec d'autres personnalités très reconnues, même monde d'écrivains, etc., etc. Donc, c'est aussi dans ça où je parlais de déconstruction tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on a grandi aussi avec des cultures et des personnages historiques, même de manière globale, je veux dire Gandhi, etc. Et puis au final, on réalise que sur le fameux pan intersectionnalité, voilà, femmes, blanches, etc., qui a fait avancer les droits, ok. Mais sur d'autres, parce que si on parle de féminisme, il y a les petites filles aussi. Elles sont concernées, des petits garçons aussi, mais voilà. Donc on se dit, est-ce que c'était très féministe de pouvoir, à 50 piges, avoir des relations avec des gamins de 12 ans, des gamines de 12 ans? Pas ouf. Donc je pense que c'est important aussi, alors là c'est encore une fois mon avis, mais de pouvoir remettre ça en question. Et de la même manière qu'on questionne aussi, est-ce qu'on déboulonne des statues coloniales? Et c'est un peu pour moi la même chose. Moi je suis pas pour effacer ce qui a existé, parce que pour moi après du coup on n'a pas de traces et on peut pas expliquer
Typiquement aussi avec les Disney ou des choses comme ça. Par contre, d'avoir un trigger warning avant, d'expliquer le contexte où Agatha Christie, les 12 petits N, voilà, N-word, bah pour moi, il ne faut pas l'enlever, il ne faut pas le disparaître. Enfin, du coup, ça n'a pas de sens. On se base sur quoi? Comment on explique l'évolution? C'est comme si là, on enlevait une partie de l'histoire, et puis comment on explique qu'aujourd'hui on a évolué, comment on explique qu'aujourd'hui ça ne se dit plus parce que... Mais c'est aussi important des fois de se dire, bah, ok, on a appris de nouvelles choses, il y a 1,5 milliard de femmes très intéressantes, parce qu'on est obligé de s'accrocher aux vieilles femmes blanches qui aiment les enfants. Je crois pas, je crois. Donc c'est un pass moyennement nuancé. Mais voilà, ça serait ça. Oh. Ah oui, mais en fait, vous avez... Ok, on est là pour abattre. Waouh. Moi, je pense que ça serait peut-être smash nuancé, mais au niveau de la lutte intersectionnelle, on n'y est pas, selon moi. Très, du coup, je dirais catégorie bourgeoise, catégorie blanc, très ethnocentrée, donc autour de leur propre catégorie, je dis leur, hein, mais il y a elle et même son groupe, etc. Donc c'est plus dans ça, où en fait, comme je dis toujours, l'intersectionnalité, les couches du millefeuille, elles sont partout. Et puis on va parler d'écologie, mais en fait l'écologie sans les banlieues ça n'existe pas, parce que c'est les premières personnes qui sont touchées, parce que forcément c'est ces gens-là qui vont être collés à des vieilles usines, collés à du métro, l'inaccessibilité, qu'on ne va pas aller chercher pour le vote, qu'on va aller se permettre de dénigrer, de mettre de côté, de ne pas rénover leur lieu d'habitation, donc on les laisse pourrir dans quelque chose. Un exemple, et ça, c'est pas des sujets qui sont abordés, voilà. Alors ça se bat pour mettre des arbres dans Paris, c'est super, mais Sandrine, il y a d'autres choses qui jouent quand même en France, mais voilà, effectivement. Donc smash nuancé. Je pense là c'est un gros smash quand même. Pour la lutte, pour le coup intersectionnel, le fait qu'elle se soit battue contre vents et marées encore aujourd'hui, qu'elle soit dans la transmission. Je trouve que c'est ça qui est intéressant. Par exemple, Nadège Bossondiane, peut-être que vous connaissez, qui a joué, il me semble que c'est dans Plus belle la vie. De toute façon, il n'y a qu'une noire, donc je pense que vous devez voir. Du coup, si vous avez regardé Plus belle la vie. J'ai jamais regardé, mais je sais qu'elle était dedans, et comme il n'y en a pas 50. Typiquement, je sais qu'elle a déjà fait des conférences, et elle y était. Il y a aussi ce truc voilà, un peu transatlantique, où elle vient jusqu'à nous. Je trouve qu'après autant d'années, d'être encore dans ce besoin de transmission, elle pourrait tranquillement dire bon, moi j'ai fait mon taf, les gars. Je pense qu'on lui en voudrait pas. Mais ça sent que c'est dans ses tripes et elle va le faire jusqu'au bout. Et c'est pour ça aussi, je trouve, parce que ça en la voyant aussi, je pense qu'on peut avoir un peu d'espoir en se disant, mais déjà ça part pas avec le temps, qu'on peut être grave vieux et pas lâcher le stage, et justement s'adapter aussi en termes de génération, de toujours aller vers la nouvelle, ça c'est intéressant. On se mâche. Présidente de Nemesis. Waouh. Là, je vais essayer de ne pas de rester poli. Voilà. Alice Cordier. En fait, il faudrait une 3e catégorie en dessous du pass. Pour moi, c'est l'envoyer dans un truc, une stratosphère, je ne sais où, mais je trouve ça. Ça serait drôle en fait si c'était pas aussi grave en fait, parce que là on rigole, etc. Mais c'est très très grave les propos de cette femme en tant que fondatrice. D'où de Nemesis, le groupe identitaire d'extrême droite, même si elle ne se considère pas comme telle. Le fait qu'elle soit escortée par les policiers pendant la manif féministe, je pense que ça en dit long en termes de raccord. On n'avait pas besoin de plus, je pense. Le fait qu'elle soit aussi à l'aise pour avoir ses propos là en public, le fait qu'elle ait l'espace, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est si en fait on parle, on laisse des gens comme elle, qui au final... moi je me dis, j'ai grandi dans cette idée dans les années 90 même que de toute façon on avait un peu avancé et c'est bon, là c'était acté, il y a des choses on n'allait plus revenir là-dessus et les nouvelles générations, puis au final je me dis mais attends, la nana elle est plus jeune que moi, je trouve ça assez effarant de se dire que la transmission elle se passe aussi par là, c'est qu'elle elle a sûrement évolué dans ce cocon là et qu'elle est intimement convaincue qu'elle perd sa France et qu'un jour elle va se réveiller, on sera tous morts. Du coup pour moi, parce que moi c'est déjà le cas et ça va, je vais bien, mais je pense que c'est très important de ne pas laisser l'espace public à des personnes comme elle et de faire le maximum pour qu'elle ne puisse pas être aussi exposée, aussi visible partout et que ça soit un tweet ou être en manif, peu importe, mais ce type d'individu pour moi il est littéralement dangereux. Cette dame-là, moi elle me fait peur, sincèrement, parce que... Ses idéaux, elle les défend. Là, elle a été encore démantelée, elle voulait faire
des réunions souterraines, juste avec des personnes blanches. Enfin, je veux dire, c'est toujours plus. Enfin, on revient en France de Vichy, c'est super, quoi, mais voilà, ça, c'est passe, quoi. Si, un petit smash nuancé, franchement, un petit peu nuancé. Parce que sur le papier, elle n'était pas vraiment avec nous, Simone, quand même. Mais non, elle a. Il y a des actions que j'ai beaucoup aimées, notamment d'aller parler à des personnes qui étaient en prison au niveau des conditions d'incarcération. Ce genre de thématique où aujourd'hui, ce qu'elle a fait à l'époque, on pourrait presque considérer ça comme de la gauche, tellement la droite aujourd'hui est passée à l'extrême droite. Je trouve que c'est assez symbolique. Je crois que c'était même comme De Villepin quand il avait parlé, où je me suis dit, purée, pour qu'on se dise qu'on est raccord avec De Villepin, c'est chaud les gars. Voilà. Et c'est un peu ça où je me dis aujourd'hui, avec les propos même qu'elle avait à l'époque, ok, elle n'était pas sur l'échiquier de gauche, mais il y avait quand même ce truc où déjà on ne discute pas avec l'extrême droite, elle ne franchissait pas ce cap-là. Sur les droits humains, il y avait quand même des raccords. Cette dame s'est quand même battue pour les femmes sous différentes formes, et même en termes de prise de parole. Quand on voit comment c'était houleux, quand on voit les vidéos de Léna, on se dit mais revenir le lendemain et continuer et face à tous ces hommes qui lui coupent la parole, qui l'empêchent, c'était encore plus sauvage à cette époque-là. Donc pour ça, là, normalement, vous auriez dû mettre une troisième case à l'âge. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, un énorme passe pour la misogynie divulguée par cet homme avec son concept qui vient, je crois, des États-Unis, mais de raccourcir des vidéos. Mais comme le hasard fait bien les choses, les raccourcis majoritairement des femmes, parce que c'est les femmes qui parlent le plus sur l'application TikTok, et puis c'est pas intéressant. Et puis d'ailleurs, il y a 2 semaines ou 3 semaines, je crois, il y a abrégé une femme qui raconte un V. Je veux dire, on a dépassé toutes les limites possibles, et mais je savais pas, mais je sais pas. Et le fait que, pareil, lui, c'est comme Alice Cordier, pour moi, c'est des personnages qui symbolisent aussi ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur la banalisation. Le fait que le gars, je sais même plus en combien de temps, mais il a eu son million très très rapidement, que ça soit banal de pouvoir couper la parole. Finalement, c'est ça, ce qu'il fait, c'est couper la parole à des femmes, parce que quoi d'autre que, au pire, il y a déjà une manière d'accélérer les vidéos, et puis sinon tu la regardes pas. Mais le fait que, je trouve que ça symbolise vraiment le fait que juste la présence féminine en ligne, lui est insupportable, et du coup tous ses copains, parce que c'est tellement trop qu'il ne peut pas swiper, ce qui prend 2 secondes, il faut qu'il aille sur la vidéo, qu'il l'écoute en entière pour la couper, et le montrer aux autres, regardez, j'ai coupé la parole à des femmes. Je trouve que la mécanique, elle est super intéressante dans l'invisibilisation des femmes, et dans regarder qu'est-ce qu'un homme en termes de misogynie sur Internet, parce que, à part empêcher des femmes de s'exprimer, je vois pas ce qu'il a fait de plus, parce qu'il apporte rien. Il pourrait faire plein de choses avec ce concept, en soi, une idée intéressante, ou justement, comme le concept, faire des vidéos très longues et spoiler un peu, à la limite, je sais pas, des défis, des trucs un peu bêtes. Non, le fait que ça soit parti sur ce pan-là directement des femmes, et les story times sous-entendus aussi, c'est pas intéressant, et puis on peut leur couper la parole, de toute façon, qui va l'écouter? Je trouve que ça en dit long, donc un énorme passe. Ça peut même être supprimé, ça marche. On l'a pas mis, mais du coup, il y a une femme qui, en réaction, a créé un Abrège-Sœur qui a été beaucoup supprimé, pareil. J'ai vu, ouais, elle a encore sauté il y a pas longtemps, j'ai vu. Oui. Et donc là, plutôt La contrebalance, la contrebalance, elle est intéressante, je trouve, de réutiliser ce concept-là, et dans ça, c'est hyper intéressant, même dans les moyens de lutte, la réappropriation, comme je disais tout à l'heure, le N-word, mais tous les thèmes par les personnes discriminées, de se réapproprier les termes et se dire, vous voulez nous appeler comme ça, on va le reprendre, puis en fait, on va le faire à notre sauce, vous n'allez pas réussir. Et comme avec Tana Land, prendre l'insulte qu'on s'est prise et de dire, on va faire un monde sans vous. Voilà. Oh. Vous voulez tellement me débarrasser. Aujourd'hui, c'est un gros pass. C'est un gros pass, je sais pas si tout le monde est au courant, mais on va essayer de résumer. Gaëlle Garcia Diaz, aujourd'hui influenceuse, businesswoman, à la tête de je sais pas combien d'entreprises, parce que je pense qu'il y en a des offshore qu'on connaît pas. Je dis je pense. Allez, je pense. C'est une personnalité belge. Elle a été connue à travers le poker en Belgique, à travers aussi de la météo, la télé-réalité. Enfin, elle a fait plein de choses, et aussi en France, du coup, elle a fait Hollywood Girls. Ça date. Et aujourd'hui, elle est sur les réseaux sociaux, elle a une marque de make-up, elle a une marque de cheveux, elle a une marque de plein de choses. Mais Gaëlle Garcia Diaz, c'est aussi une personnalité qui
aujourd'hui, selon moi, ouvertement indique ses convictions tradwife, pour résumer, on va dire. Et à plusieurs reprises a fait comprendre ce qu'elle pouvait penser, ce qu'elle pouvait, je pense même voter, parce que son amour pour le Texas et les États-Unis, voilà, pas le même. Notamment, elle a déjà fait une chanson où elle reprenait un rappeur, elle a dit le N-word, ça c'est cadeau. Aussi dans son entourage, en termes de fréquentation, elle est très amie avec des personnes comme Thibaut Shade. Ça va, tout le monde là, c'est bon. Ou même anciennement, il y a eu Lily Lul, aussi Jill, aussi sa meilleure copine, même Trump. Et je pense que c'est assez symbolique parce que là même il y a quelques jours, elle a fait une vidéo avec Andy Leila, une grosse youtubeuse aussi. Mais en fait, dans cette vidéo, à deux femmes blanches, c'est important de signaler, deux femmes blanches milieu aisé, enfin tout ce qu'on imagine, standard de beauté, minces, bien, enfin voilà, elles sont au top de la chaîne, sinon c'est des hommes blancs, enfin je redis, mais voilà. À elles deux, elles critiquent des business d'influenceuses et influenceurs. Et dedans, elle glisse, donc déjà, bon, toute la vidéo, je vous dirais pas d'aller la regarder, parce que ça donne des vues et de l'argent, pour moi je vois pas l'intérêt, mais après si vous voulez analyser, vous pouvez. C'est intéressant parce que déjà, les deux sont propriétaires et on démarque toutes les deux. Donc il y a forcément un petit conflit, forcément de loyauté, et je pense qu'elle prépare à deux une petite collab, un truc, donc c'est un coup de com', enfin voilà. De toute façon, c'est un coup de com'. Et dedans, elles ont glissé une personnalité qui n'est pas une influenceuse, c'est Kelly Massol, la créatrice et fondatrice des Secrets de Loli, donc une marque capillaire pour les cheveux texturés. Et c'est une femme noire. Ce qui est intéressant avec ces deux personnalités-là, parce que tous les propos qui ont été dits dans la vidéo n'avaient pas cette grille de lecture, voilà, j'en sais rien, le site, enfin vous voyez, un petit référentiel, quoi, quelque chose de professionnel. C'était vraiment du subjectif à 200%. Et il y avait cette misogynie noire sous-jacente, mais enfin moi je trouve qu'elle n'est pas sous-jacente du coup, mais c'est intéressant parce qu'elle est teintée, quoi. Quelqu'un qui n'est pas sensibilisé là-dessus ne le verra pas. Et majoritairement, c'était des personnes blanches qui ont été défendre Kelly, Gaël ou Andy en disant bah non, juste elles ont critiqué, machin. Et c'est là où je me dis, tu vois, là il y a un truc qui joue, le fait que vous le voyez pas alors que ça se voit comme le nez au milieu du visage quand tu dis ouvertement que à la grande surprise, donc après avoir défoncé le site, les affaires, etc., alors que Kelly Massol c'est quelqu'un qui a un chiffre d'affaires énorme. Aujourd'hui, ça devient la marque numéro 1 en termes de cheveux texturés. Donc, je rappelle que ces deux femmes-là ont les cheveux raides, donc ne sont déjà pas la cible. Kelly Massol, c'est pas une influenceuse. C'est une dame qui avait un blog avant, qui a du coup eu des difficultés à trouver des produits, etc. Elle a créé sa marque. Enfin, on n'est pas du tout déjà. Donc, déjà, la personne n'a rien à faire dans cette vidéo. Donc, déjà, il y a une manière de biaiser en la rabaissant. Ensuite, le fait que les deux personnes ne sont pas concernées, donc elles ne vont pas tester de toute façon. Donc, il y a un deuxième billet. Et le troisième, c'est. Après avoir défoncé la marque, dire contre toute attente, elle a un chiffre d'affaires. Contre toute attente. Sous-entendu, elle n'est pas capable. Et on sait ce que ça sous-entend. Mais c'est le fait que ça soit des petites phrases. C'est un peu comme quand on dit le racisme systémique, on dit non, regarde, t'as le droit de vote, t'as machin. Voilà, c'est comme avec le féminisme, on dit mais. C'est pas que en nous disant vous n'avez pas le droit de mettre des jupes ou. C'est ridicule de répondre ça. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. La horde de fans, etc. Et tous les propos, c'était tout le temps teinté de misogynie noire, de. Et non, mais le site, je comprends pas, mais à mon avis, c'est parce que ça s'adresse à un public. Je fais, waouh, enfin, on est à l'aise quand même. Et c'est là où on revient à toute cette banalisation. On peut dire ça aujourd'hui. Deux femmes blanches peuvent dire ça d'une marque d'une femme noire, parce qu'aujourd'hui, elles ont l'espace, parce qu'elles sont à l'aise, parce qu'elles savent qu'elles ne vont pas avoir de répercussions. Je veux dire, même demain, Kelly, elle porte plainte. Enfin, vous voyez, même une main courante, il n'y aura rien. Alors que c'est toutes ces petites étapes-là qui font qu'à la fin, on est sur une vidéo teintée de racisme, teintée de misogynie noire. Parce qu'il y a du mépris de classe aussi, littéralement. C'est nous, voilà, on a construit ça en parlant de deux influenceuses. Parce que si on veut faire du mépris de classe, on a quelqu'un qui a fait des études, etc. Et on a deux influenceuses, dont une qui a en plus 20 ans de moins que l'autre. Enfin, je veux dire, il y a du mépris dans tous les sens. Et on appuie que, avec un site pareil, comment ça se fait que ça fonctionne, etc. Mais qu'en fait, peut-être même que demain, si elle a un site un petit peu plus élaboré comme nous, parce qu'on ramène à soi, parce que nous, on est la référence. Et on revient à ce curseur de, ok, dans la société, qui est la référence? La personne blanche. Là, c'est des femmes, mais en fonction d'elle, femme blanche, Kelly est. C'est pas Kelly, elle est professionnelle, elle est si, non. Elle est en fonction des deux femmes blanches, plus ou moins professionnelles. Son site est plus ou moins bien, comme si le curseur, il était que là. Et donc, je trouve que ça a été une énième, de toute façon, il y a plein de phrases, mais c'est un énième élément qui montre que ces gens-là prennent aussi cet espace-là.
le fait que les 10 premiers youtubeurs françaises, enfin en tout cas francophones, parce qu'il y avait les Belges, mais soit des personnes blanches qui ont tous des propos comme ça. Enfin, une vidéo commune de Gaëlle, son mari, Shera Karinsky, son mari, Thibaut InShape et Juju 4. 6 personnalités qui ont des propos quand même sur assez ouverts. Après, ils pensent ce qu'elles veulent, mais on ne peut pas dire qu'on n'est pas au courant, on le sait. Et pourtant, ça fait partie du top 10. Et de l'entre-soi, et on continue de faire des vidéos entre elles, et puis on se booste comme ça, du coup on continue d'écraser les plus petits, et on persévère. Ce truc aussi dans la vidéo, elles sont ce truc méritocratique. Qui est-ce qui croit encore à la méritocratie, si ce n'est les gens d'extrême droite? Alors qu'on sait que la première source de richesse en France, c'est l'héritage. Voilà, faut terminer, bonsoir. Déjà, on arrête avec la méritocratie, ça n'existe pas. Enfin, voilà. Sous-entendu, si elle s'était bougé les fesses, elle aurait réussi. Et on continue, ce mépris, etc. Donc, venant de personnes qui sont issues de milieux aisés. Donc, c'est un énorme passe pour Gaëlle Garcia Diaz. On peut passer un peu parfois, ou faire plus rapide. Je dirais un smash un peu mitigé, mais j'ai pas eu les pires échos, donc je vais être un peu, un peu plus sur la réserve là-dessus. Je pense que je vais encore dire smash mitigé, parce que je pense un peu comme Sandrine Rousseau, etc. C'est des personnalités qui ressortent, qui sont dans le paysage, mais qui pour moi font pas assez pour l'inclusivité et l'intersectionnalité. Ça n'enlève en rien ce qu'elles font, mais pour moi c'est, comme je disais, un peu la base, un peu le minimum syndical, on va dire. Voilà. Non mais je veux dire passe là. Là je veux bien essayer de chercher, mais je sais pas par où commencer. Est-ce que la Marianne en couverture? Est-ce que l'inviter des influenceuses problématiques pour essayer de rendre fun le gouvernement? En fait, pour moi, c'est un peu comme la token, la personne qu'on utilise en crédit pour dire regardez, on a une femme. Franchement, vous mettez un mec. À ce stade, mettez un mec. Parce qu'il y a des gars qui tiennent plus la route pour le coup. Donc, spoil. Non, en plus, c'est bien parce qu'elles mettent des. Parce qu'en plus, elles me font beaucoup penser à Marine Tondelier en mettant un blazer d'une couleur, on a le message. C'est là où on est dans le white feminism. Si t'as besoin de mettre un blazer violet pour dire je suis féministe, ma sœur. Pareil pour Marine Tondelier, elle lâche pas. Je sais pas si elle en a un double ou si elle le lâche tous les jours, mais tous les jours, partout où elle va, elle a son blazer vert pour bien dire qu'on a compris, Marine. Maintenant, il faut aller un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on fait des migrants à Calais, Marine? Non, mais voilà. My Better Self. Allez, un petit topo rapide, promis je vite, mais... Alors, est-ce que vous voyez le média Le Crayon, par exemple, qui est un média qui se dit neutre, fondé par 4 personnes très neutres, 4 personnes blanches, il y a une femme et 3 hommes. Dedans, il y a son ex. Voilà. Elle a été X années avec un homme qui a fondé Le Crayon, César, qui se nomme César comme Jules. Non, Jules comme César sur le fer, parce que mégalo aussi. Juste pour, je trouve que c'est assez intéressant d'avoir été promu un peu et mettre en valeur comme personnage féministe en ayant à l'époque son mec du coup qui crée un média qui laisse parler pendant 2h30 Zemmour, enfin, voilà, des choses comme ça. My Better Self, c'est quelqu'un qui a surfé sur toutes les thématiques intéressantes. Pour moi, c'est vraiment, s'il y a une personne qui doit représenter le capitalisme autour du féminisme, c'est vraiment My Better Self. C'est le fait qu'elle se soit engouffrée dans la faille, elle a dit ok, la société là, elle est en train de changer un peu, il y a quelque chose à faire, on peut se faire de l'argent, ok, je vais créer une marque de sous-vêtements, mais je vais la fermer du jour au lendemain, mais je vais pas payer les gens, mais je vais pas prendre les droits à l'image, je vais voler les gens, ouais, ça c'est pas mal. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Avant, elle était dans le fitness. Et le fitness, après, comme il y a eu body positive, elle est mince, elle a été musclée, elle a switché. Donc après, elle est passée dans le body positive. De toute façon, si on veut savoir ce qui se passe comme thématique dans la société, on regarde le contenu de My Better. Non mais ça c'est bien, au moins, comme on a dit, c'est le curseur. Donc je sais pas, demain si c'est la nourriture, vous allez chez elle, elle fera sans doute des vlogs sur la nourriture. Soyez-en sûrs. Mais quand ça a switché un petit peu, on l'a attrapé, elle a dit ah non mais moi je suis plus positive depuis hier soir, je suis plus. Mais maintenant je suis féministe. Et puis voilà, elle switch comme ça, en ayant des justifications, en disant un petit peu c'était mieux avant, et puis en même temps voilà, elle glisse des petites choses, et puis en même temps, je sais plus, c'est la petite fille de...
propriétaire d'un appart à 17 ans à Paris, enfin comme tout le monde, hein, de manière classique bien sûr, parce que la méritocratie à 17 ans. Alors, voilà, c'est Louise Aubéry, une femme simple et dévouée pour la cause. Yes! Oh, mais cette photo! Oui! Ah oui! Rien que pour la photo, ça mérite un... Non, mais la photo... Non, mais c'est... Waouh! Moi, je me dis toujours que c'est... J'ai encore envie de dire, est-ce qu'elle est réelle? Parce que cette photo, quand je l'avais vue pour la première fois, je me suis vraiment demandé, parce que ça paraissait tellement un peu une mise en scène ou une IA, j'en sais rien. Je me suis dit, peut-être c'est une vanne, ils ont mis le président là, comme ça, en train de faire de la gosse pour montrer la virilité. Donc c'est un pass, il survit. Triple mandat, quadruple mandat à vie. Je pense que pareil, c'est intéressant, ne serait-ce que cette photo, en termes de communication, ce que ça renvoie aussi de comment on arrive justement à utiliser les réseaux sociaux, à se faire passer pour quelqu'un de sympa, comment on attire un électorat plus jeune, parce qu'on fait de la boxe, et je fais parallèle avec Jordan Bardella ou d'autres personnes, on fait 2 trends sur TikTok, on fait une vidéo marrante, en fait on attrape les jeunes. Et en même temps, encore une fois, ça serait risible si il ne s'agissait pas de la sécurité et de la santé de notre pays. Mais effectivement, de voir que, en fait, on voit un Emmanuel Macron en t-shirt qui fait de la boxe, qui a l'air viril, ça gagne en point de popularité. Je trouve ça quand même assez effrayant, que c'est juste ça qui suffise. Et en même temps, ça renvoie aussi toute l'image hyper masculine de l'homme viril, qui fait un sport de combat, etc. Enfin, je trouve que ça en dit long, en fait, cette photo. Ça manque de gens qui disent Macron explosion, mais bon, voilà, passe quand même. Ah bah, c'est au-dessus de Smash, évidemment. Elle est trop belle cette photo en plus. Évidemment, pour tout ce qu'elle représente, pour sa lutte continue. Je pense que ça fait 20 ans qu'elle lutte, si ce n'est plus. Pour son podcast aussi, Kiffe ta race, je ne sais pas si vous connaissez, il est très intéressant. Enfin voilà, j'ai déjà dit. J'ai déjà fait ma lettre d'amour en Rocaille, donc c'est bon. Smash. Bah, pour les raisons à peu près évidentes, également Smash. Sur ça, je trouve que c'est... moi, ça me renvoie pas mal de choses quand pareil, on peut me dire je pourrais pas faire ce que tu fais, etc. Et je me dis, mais... Enfin, cette nana, elle était courageuse. Moi, j'ai pas l'impression de l'être. Je risquerai pas ma vie, on s'entend, mais je vis pas dans la même société. Je veux dire, en fait, ça me permet de me rappeler qu'il y a des gens qui n'ont pas hésité, alors qu'on était sur de la survie, enfin même plus que de la survie, il faudra un autre mot pour décrire ça, mais le fait qu'on est sur un temps de ségrégation, d'apartheid, le fait que, là je fais des petits points comme ça, mais comme dans Michel Limette, j'espère que vous l'avez vu parce qu'il est incroyable, là, c'est pareil, ce côté, en fait, même si on verra pas la liberté, c'est hors de question en fait de vivre comme ça, et on ira. Donc je pense que c'est important aussi pour regarder dans le rétro de se dire, il y a des gens qui c'est même pas, ils n'avaient pas le choix, encore une fois, comme on dit, il y a le militantisme de choix et celui de survie. Et là, on a un niveau de survie où se dire non, je refuse, non, je ne peux plus, alors que peut-être elle aurait pu se faire fusiller dans les 5 minutes. Enfin, je veux dire, c'est quand même fou de se dire, c'était un choix qui était évidemment réfléchi, mais je pense que c'est important aussi pour les moments où on a un peu des baisses de morale. Encore une fois, je ne dis pas qu'on doit être des sauveurs et puis d'aller sacrifier. Moi, je dis toujours, moi, je me mets pas en danger. J'estime ne pas me mettre en danger. En tout cas, je m'écoute. Je vais pas aller, quand je sens pas une manif ou machin, j'y vais pas beaucoup d'ailleurs pour ces raisons-là. Si je me sens pas sécu, je vais pas le faire. Moi, je veux pas être la personne, on écrit sur sa tombe, elle est morte. C'est pas en tout cas, moi, c'est pas mon truc. Et je sais qu'il en faut, de toute façon, c'est comme ça que les grandes luttes, elles ont commencé dans plein de pays, aux Philippines, etc. Il y a toujours eu cet événement qui a fait que, comme là, et ça rappelle aussi qu'il des fois, il faut une personne, un propos, une action. Mais je pense que c'est important de l'avoir en fait. Quand des fois, on peut le faire et qu'on se dit, ah, mais en fait, mais une lettre au patron, ou un syndicat. Bon, je pense qu'on peut le faire quand même. On est relativement, dans notre pays en plus, protégé pour être et exister. C'est toujours pas fini. La photo est beaucoup trop belle pour l'individu, je trouve, mais c'est également un passe pour les propos à caractère LGBTophobe, à caractère... Enfin, il y a tellement de spectres en fait, sur lesquels elle va, parce que c'est bien, elle est polyvalente. Pareil, un individu qui pour moi a beaucoup trop d'espace médiatique, beaucoup trop de liberté d'expression, parce que ça aussi...
la catégorie liberté d'expression, peut-être à un moment donné, quand ça enfreint la loi et quand ça enfreint les mœurs et les valeurs des autres, peut-être on peut se questionner. Mais effectivement, elle est encore une fois le reflet, je pense, de ce qui se passe aujourd'hui, de la montée du fascisme, de la montée de l'extrême droite, de la montée des valeurs traditionnelles et traditionnalistes, du je sais pas si c'est néo-féminisme, mais il n'y a pas un féo. Bon, bref, le féminisme d'extrême droite, quoi, mais je pense qu'elle est avec sa copine, mais peut-être la copine à la même, je sais pas. Peut-être. Tellement parce qu'elles sont beaucoup, mais. Elles sont beaucoup, mais. Ah, non, ouais, c'est plus ancien, ça, mais. Smash, en termes d'engagement, je trouve qu'Emma Watson, c'est intéressant quand même. Je trouve que publiquement, elle l'a fait assez tôt. Je trouve, surtout quand on voit d'où elle sort avec J.K. Rowling, avec Harry Potter. Je trouve que c'est pas simple non plus quand on a grandi en plus. Enfin, elle a vraiment fait son adolescence en plus en étant médiatisée. Enfin, je me dis, c'est une situation qui est quand même pas évidente de grandir, d'apprendre à se connaître, etc. aux yeux de toute la planète. Ça doit être une pression de dingue. Et malgré ça, je trouve qu'elle a quand même pris parti pour pas mal de choses. Donc, Smash, au vu de sa notoriété, beaucoup de personnes se taisent alors que c'est pas évident de dire c'est ça, quoi. Ah bah, l'écrivaine, tout est plutôt, évidemment Smash. Évidemment. Et c'est fini. Du coup, si vous avez des questions dans le public, mais sinon, c'est bon. Après, j'ai beaucoup parlé, j'avoue. On a tout à voir. Je pense qu'on est bien. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que tu pourrais faire plus de vidéos? Parce que moi, je regarde beaucoup sur YouTube surtout. Et je voulais savoir, enfin, ça n'a pas vraiment rapport, mais si vous comptez faire plus de vidéos courtes. J'aime bien les vidéos courtes qui expliquent, ou même des vidéos sur YouTube, des concepts, enfin, pour se faire un peu l'avocat, comme quand vous aviez parlé du white féminisme, des voyages humanitaires, etc. Mais ça, je crois que c'était un TikTok. J'ai beaucoup, moi je trouve que c'est quelque chose avec lequel, comme ça je l'ai dit, c'est instinctif, c'est-à-dire je sais que c'est pourquoi, enfin je ressens que c'est pas normal, mais j'ai du mal des fois à le défendre, de trouver des mots à mettre dessus. Et regarder vos vidéos, ça m'a beaucoup aidé des fois avec des gens autour de moi, pouvoir en parler, pouvoir en discuter et avoir des mots pour défendre ce que je pense, ce que je ressens. Et tout ça m'aide beaucoup. Je veux savoir si vous en ferez plus. Mais en format court, enfin. Pardon? Peu importe le format en fait, et plus des vidéos. Parce que j'aime beaucoup aussi les vidéos, par exemple la face cachée, la dark side. Mais j'aime bien aussi ce format-là. C'est un format oui, que j'aime bien parce que effectivement en général ça permet de rendre accessible déjà des thématiques, effectivement. Et alors moi j'aime par essence les formats, c'est bon, je pense que vous l'avez supporté, vous avez vu. Je peux parler comme ça pendant des heures, c'est insupportable. Mais du coup, effectivement, j'essaye toujours, quand je peux, de le faire en moyen, en court, effectivement, sur TikTok et tout. Et typiquement, le white feminism, cette vidéo, je sais qu'elle a servi à pas mal de gens pour les mêmes raisons. Des fois, c'est marrant parce que même j'ai des gens de mon entourage qui m'envoient un message sur Insta et qui me disent purée, hier, on avait un repas avec tonton machin truc. Il a sorti un truc, j'ai fait hop là, je t'ai glissé. Genre, c'est là, je dis, mais c'est marrant, je m'imagine en me donnant glisse comme ça sur la table, genre, tiens, hop là, bling. Mais c'est exactement pour ça en fait que je le fais. Et oui, moi je vais pas arrêter parce que je trouve que, comme je parlais tout à l'heure de l'élitisme, il y a aussi un peu cette idée que si c'est bon, on est à gauche, on connaît, on comprend. Moi-même, il y a plein de mots, chaque jour j'apprends des mots. Souvent en plus, c'est des anglicismes, donc déjà, soit il n'y a pas la traduction, soit il faut nous-mêmes l'expliquer. Il y a des phénomènes qui sont en plus propres à certains pays, et pourtant ça concerne le féminisme, etc. Par exemple, avec les États-Unis, vu qu'il y a Trump, quand il a été réélu, il a voulu remettre en place les expulsions, enfin voilà, de questionner sur les nationalités, sur qui était légitime ou pas, et du coup au début c'était que les personnes non blanches, parce que forcément il y a des mecs qui sont anglais et ils sont blancs. Voilà, tiens, t'as voulu voter pour lui là. Et du coup, ça par exemple, il y a eu
une réappropriation sur les États-Unis, c'était winter boots, cute winter boots. Et en fait, ils utilisaient ce terme-là parce que comme là-bas, le TikTok il est totalement striké maintenant avec Trump, en fait, ils expliquent voilà, mes chaussures d'hiver, machin, qu'est-ce que je mets, alors qu'en fait, ils parlent, je crois que c'est le MICE, mais en tout cas l'organisme qui vient choper des gamins à l'école, c'est atroce vraiment. On est vraiment sur un système de ségrégation et puis même de ce qu'on a pu connaître, je veux dire, avec les juifs, la Shoah, parce qu'on est vraiment, il y a des institutrices qui expliquent aujourd'hui, tel gamin il n'était pas là. Enfin, le mec il explique, il est en larmes, il dit je ne sais pas s'il va revenir un jour, est-ce qu'il est ramené à la frontière, atroce. Et donc ça pareil, ça a été un moyen aussi de réexpliquer, moi je l'ai compris parce que je comprends l'anglais et quand bien même si la traduction c'est forcément à l'oreille, t'as beau avoir la traduction, t'es là, c'est pas pratique. Donc ça me permet aussi de ramener ça ici et de pouvoir l'expliquer plus facilement. Donc je pense que c'est important, et même pour moi, comme je disais tout à l'heure, c'est limite un glossaire pour moi de me dire, des fois je suis là, attends, j'en ai parlé ou pas un jour de ce truc-là, je mets mon nom, des fois je suis là, je mets mon truc, je dis, ah oui j'en ai parlé en 2022, ok. Et donc je le remets dedans et ça me permet de... À force, maintenant je fais des ponts, donc c'est super pratique, j'ai un peu fait les bases on va dire, et maintenant je fais des ponts, et ça me permet juste de renvoyer vers des vidéos, mais c'est un des formats que j'aime le plus. Parce que c'est aussi à travers ça qu'on peut solidifier pour pas mal de personnes. Parce qu'effectivement, des fois, t'as tout, mais t'as juste pas le terme ou t'as pas la... Et après, c'est un peu... C'est le plus, quoi. De toute façon, souvent, tu comprends le concept, mais ça te permet aussi d'avoir des parallèles, de donner des exemples, etc. Pour que ça parle à tout le monde. Et comment agir aussi, quand on me demandait... typiquement, on m'a déjà demandé, oui, quand en tant qu'allié, comme on disait tout à l'heure, une personne... racisée, moi je me rends compte qu'elle vit un truc mais elle s'en rend pas compte, comment je fais, comment je me place, et ça je trouve ça c'est ça aussi quand j'interagis, ça me permet de pouvoir faire des vidéos, donc il y en aura d'autres, c'est pas fini, c'est juste que je n'ai plus le temps, mais il y en aura d'autres. Ok, super, merci beaucoup. Merci. Bonjour, déjà merci beaucoup pour la conférence, c'était trop intéressant vraiment. Et juste une petite question, c'est comment est-ce que vous appréhendez un petit peu la suite de votre parcours sur les réseaux sociaux, étant donné que là vous avez mentionné être assez satisfaite de la communauté dans le sens où pas une personnalité encore très visible, qu'on reconnaît absolument tous les jours dans la rue. Comment est-ce que vous appréhendez ça aujourd'hui et le fait que vous pourriez potentiellement avoir une visibilité encore plus grande et tout ce que ça implique derrière?